Eh bien, je ne sais pas, je crois que ça marche. Voilà, je dois être en direct. J'ai ramé un peu parce que j'ai des problèmes de Wi-Fi, évidemment, ça arrive toujours au meilleur moment. Bonjour à tous les confinés, je suis bien heureux de vous voir, ou de ne pas vous voir, mais enfin de participer à cette belle aventure. Je m'appelle Bernard Lecoq et je vais vous lire des extraits d'un livre absolument magnifique. En fait, c'est une trilogie écrite par Didier Van Kovlart qui s'appelle Thomas Dream. Il a fait donc trois tomes de cette belle aventure qui est tout à fait magnifique, géniale, et à plus d'un titre parce qu'en plus elle est incroyablement prémonitoire, car il a écrit ses romans en 2009-2010. Et ce que je vais vous lire concerne le tome numéro 2. Je vous lirai un tout petit extrait auparavant pour qu'on soit situé un peu dans le tome numéro un. Mais vous allez voir, c'est parlant par rapport à la fois à la situation dans laquelle on est et en même temps par le talent et l'humour et la capacité extraordinaire qu'a Didier à raconter des histoires. Voilà, je ne m'étale pas plus longtemps. Je vous montre la couverture du livre que vous pourrez trouver assez facilement parce qu'il est en livre de poche. Vous voyez, tac tac, je le mets bien pour que ce soit bien visible. Hein. Voilà, ça s'appelle Thomas Dream, Didier Van Kovlart. Vous ne pouvez pas le louper et c'est facile de le trouver même maintenant avec tous ces moyens modernes que j'arrive assez peu à utiliser. Enfin bon, peu importe. Alors, donc, pour tout vous dire, dans ce magnifique livre, il y a donc trois tomes. Le premier s'appelle La fin du monde tombe à jeudi. La deuxième s'appelle La guerre des arbres commence le 13. Et le troisième s'appelle Le temps s'arrête à midi. Alors, le premier, je vais vous lire en fait les quelques lignes de la page de la quatrième de couverture de l'intégrale hein, que je vous ai montré. Alors, donc Thomas Dream, c'est un garçon qui a 13 ans moins le quart et il vit aux États-Unis, une société idéale, entre guillemets, gouvernée par le diététiquement correct, le bonheur obligatoire et la religion du jeu. Ado malchanceux promis à un avenir nul, son destin bascule le jour où il tue accidentellement, d'un coup de cerf-volant, le professeur Picton. Ce vieux scientifique rebelle, caractériel et parano, se réincarne alors dans un ours en peluche pour obliger Thomas à poursuivre son action, c'est-à-dire renverser la dictature et libérer les humains de la puce cérébrale qui contrôle leurs pensées. Voilà, tour à tour, super-héros clandestin, ennemi public numéro un, amoureux malgré lui de filles impossibles, explorateur des univers parallèles et leader de la révolution des jeunes, Thomas finira par découvrir sa véritable identité et triompher des forces diaboliques qui le manipulent. Mais à quel prix? Nous allons le découvrir, en tout cas en partie. Voilà. Donc, je vais commencer la lecture, si vous ne vous pas endormi déjà. Alors, il y a en exergue une phrase d'un biologiste botaniste qui s'appelle Jean-Marie Pelt. Je vous le lis tout de même. Les arbres communiquent entre eux, s'envoient des messages d'alerte à distance, notamment par un gaz qui s'appelle l'éthylène. Ainsi, par exemple, des peupliers attaqués par des chenilles préviennent leurs voisins, qui rendent leurs feuilles toxiques pour ces chenilles avant même leur arrivée. Intéressant. Je vous parlerai après d'autres livres de Didier qui sont aussi tout à fait intéressants. Je commence. Donc, ça commence un jeudi. La fin du monde est annoncée avec un léger retard. À présent, nous dit le prof d'instruction civique, vous ne risquez de plus rien. J'ajuste l'élastique au-dessus de mes oreilles et je me retourne. La salle de cours ressemble à une école de hold-up où nous serions en stage intensif d'apprentis braqueurs. Monsieur Katz ôte le masque du visage de Jennifer, lui fait constater qu'il est à l'envers, le lui met dans le bon sens et enchaîne. Surtout, n'oubliez pas de changer tous les matins le filtre anti-pollen entre les deux couches de biopolyamide, sinon la protection est inefficace. Et de toute manière, vous ne devez pas dépasser le seuil d'exposition d'1 heure par jour à l'extérieur. Les activités sportives et les récréations dans la cour sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est clair? Tout le monde dit oui, mais ça ne s'entend pas à cause du masque, évidemment. L'avantage, c'est qu'on aura moins besoin de réviser. Les contrôles surprises à l'oral, c'est fini. Bien entendu, tout cela est une simple alerte, ajoute M. Katz d'un ton aussi faux
que son regard en biais, le danger n'est pour l'instant qu'une hypothèse, connue sous le nom de grippe V. Le virus de la grippe végétale peut très bien ne pas muter, mais nous devons tous nous protéger au nom du principe de précaution. Qui peut nous rappeler ce qu'est le principe de précaution? Jennifer lève le doigt, soulève un coin de son masque et répond. Quand on a peur de se faire tirer dessus, on tire le premier. La classe rigole, ça fait pfff à travers le tissu. Monsieur Katz pousse un soupir de retraite anticipée, s'abstient de tout commentaire et nous distribue des kits de vaccination. Ça se présente sous la forme d'un stick marqué Antipole. Mode d'emploi, on le débouche et on se l'applique à l'intérieur du bras. Il y a une aiguille à tête chercheuse qui repère la veine, pique et désinfecte. Vous vous vaccinerez tout à l'heure à l'interclasse. Il ajoute d'un ton rassurant qu'ainsi nous pourrons respirer du pollen par inadvertance si jamais on nous vole notre masque. Et vous, monsieur, reprend Jennifer, pourquoi vous n'en portez pas? Il y a un problème avec les masques? Un effet secondaire? Le prof coule un regard hostile vers ma seule copine de classe. Depuis qu'elle a perdu 12 kilos en 2 jours, grâce à mon action sur ses cellules graisseuses, Jennifer n'est plus la même. Elle est devenue acide et cassante, comme pour faire payer aux autres l'image de boudin qu'il lui renvoyait depuis toujours, ou alors c'est sa nature profonde qu'elle a découverte en même temps que sa beauté cachée par les kilos. Quand on est moche, on fait semblant d'être gentil pour être aimé tout de même. C'est ce qu'elle m'a dit ce matin lorsque je lui ai reproché son agressivité. Elle a ajouté « T'as qu'à les agresser toi aussi !» Elle pense que je fonctionne comme elle. La semaine dernière, j'étais encore un pré-obèse qui s'excusait d'exister. C'est vrai. Mais là, je continue à tout faire pour qu'on m'oublie. Pendant qu'elle s'affiche en mini-jupe et top moulant, allume les garçons pour mieux les doucher ensuite. Je flotte d'un air absent, moi, dans mes fringues trop grandes. Il faut dire que j'ai un terrible secret à protéger, sous peine de mort. Jennifer, elle, n'a que du temps perdu à rattraper. Vous êtes déjà vacciné, monsieur, insiste-t-elle. Je suis traité directement par ma puce, réplique le prof. La fréquence des molécules de l'antipole est envoyée par micro-ondes pulsées au cerveau des plus de 13 ans. Comme 70% de la population, j'ai été radio-vacciné pendant la nuit. Et qu'est-ce qui vous le prouve, sourit Jennifer, suave. À la fin de l'année, vous prenez votre retraite, ça fera faire des économies au gouvernement s'il vous laisse crever de la grippe V. Un murmure de ricanement chointe sous les masques. Monsieur Katz se contente de répliquer que le ministère de la Santé ne fait aucune différence entre les citoyens face à la maladie. Le genre d'énormité qu'on a tout intérêt à déclarer quand on a plus de 13 ans, vu que la puce cérébrale permet d'être espionnée par le gouvernement 24 heures sur 24. Espionnée dans l'intérêt général, naturellement. Ce sera notre cas dans 3 mois, à Jennifer et à moi. Sauf si la fin du monde arrive d'ici là. Et pourquoi d'un coup on serait devenu allergique aux arbres? Réattaque Jennifer. Le prof d'instruction civique détourne son regard et abaisse les stores. Avec des gestes lents, de vieillard avant l'âge, il fait descendre l'écran plat par-dessus le tableau d'où il a inscrit le poème du jour. Comment l'homme doit-il réagir si la nature se révolte contre lui? Vous allez écouter ce que vous devez savoir, laisse-t-il tomber, neutre, et nous reprendrons ensuite le cours du programme. Il n'y a pas lieu de dramatiser la situation, ni de la prendre à la légère. Et sa télécommande lance le clip officiel que j'ai déjà vu 3 fois à la maison. Ministère des Espaces Verts, ordre de mobilisation citoyenne. Le drapeau des États-Unis apparaît en flottant au ralenti sous l'intro de l'hymne national. Et on se lève. C'est obligatoire, sinon c'est 3 heures de colle. L'État unicaise s'interrompt à la 3e mesure, remplacée par une musique d'angoisse. Les basses du synthé pulsent avec insistance sur les images d'une belle forêt paisible qui soudain se colore en rouge et se met à clignoter. En haut de l'écran à droite scintillent dans un rectangle les mots « Exercice d'alerte ». Fondu enchaîné sur le visage lugubre du ministre des Espaces Verts, un chauve au crâne en pointe, qui est devenu en 24 heures le personnage le plus en vue du gouvernement. Tout le monde attend de lui la solution de la crise, alors que la semaine dernière, il était encore ministre du hasard. Il n'a peut-être pas eu le temps d'étudier le dossier, en revanche, il prononce son discours avec beaucoup de naturel,
comme s'il n'était pas du tout en train de le lire sur un prompteur. Citoyennes et citoyens des États-Unis, l'heure est grave, mais le gouvernement contrôle la situation. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que la menace soit jugulée. Pour une raison encore inconnue, certains végétaux sont susceptibles de transmettre par leur pollen des virus hautement toxiques. Le port systématique du masque de protection respiratoire combiné à l'auto-vaccination immédiate et gratuite par Antipol, obligatoire de 0 à 13 ans, vous met à l'abri des dangers de contamination. Sous sa cravate à rayures défilent les sous-titres de la version destinée au collège dans notre genre. Gaffe aux arbres, mon frère, respirer sans masque, c'est le plan pourri de la mort qui tue. Si tu kiffes ton pays et ta santé, antipole-toi. La grippe V, ça craint, moi j'assure un vaccin. Oui. Néanmoins, poursuit le ministre, tout arbre suspect dégageant un pollen allergène doit être dénoncé sur le champ auprès des services compétents en appelant le numéro vert qui s'inscrit sur l'écran. Les chiffres se mettent à scintiller en même temps que le sous-titre. Contre la grippe V, tu dois cafeter. Tout acte de non-délation face à une menace écologique sera puni d'un emprisonnement de 4 à 6 mois, conformément à la loi sur la solidarité nationale, achève le ministre en pointant l'index. Santé, prospérité, bien-être. Santé, prospérité, bien-être, répète notre prof au garde à vous sur l'hymne national qui conclut le clip. La lumière se rallume. Je regarde les visages autour de moi. Personne n'a écouté. Certains ont enlevé le masque de leur nez et l'ont placé sur leurs yeux pour pouvoir mieux dormir. Les autres se sont mis de la musique dans l'oreille. Ils sont tellement habitués aux messages d'alerte dont le gouvernement nous matraque à longueur d'année pour nous abrutir par la trouille que ça leur fait plus ni chaud ni froid. Danger représenté par les obèses, les dépressifs, les non-pratiquants du tri sélectif, les alcooliques, les tabagiques, les malchanceux. Trop de peur tue la peur. Je suis le seul à savoir que cette fois, le risque est réel et que d'ici quelques jours, en dépit des masques et des vaccins, les arbres auront sans doute exterminé la race humaine. Je le sais d'autant mieux que c'est à cause de moi. Je marque une petite pause, je vais chercher un petit verre d'eau. Voilà, excusez-moi, j'avais la pépille. Alors, voilà, je m'appelle Thomas Dream, j'ai 13 ans moins le quart. Et je suis classé danger public numéro 1 par le ministère de la Sécurité. Heureusement, c'est un secret d'État, alors personne ne se méfie de moi en classe. Après le sabotage que j'ai commis hier matin au centre de production d'antimatière de Sudeville, l'hélicoptère de Lily Notkiss m'a ramené au collège pour assurer ma couverture. Lily Notkiss, c'est mon alliée clandestine. C'est la plus belle femme du monde et la nouvelle ministre du hasard. Évidemment, bon, il y a Branda aussi, l'ancien médecin top modèle au chômage que j'avais engagé comme assistante. Mais depuis que Lily Notkiss compte sur moi pour déclencher la révolution, je trouve Branda un peu moins sexy. Et puis avec Jennifer, qui est tombée raide amoureuse de moi parce que je l'ai fait maigrir, je suis un peu en surdose de femmes cette semaine. Et ce n'est pas vraiment le moment. Tu crois qu'on va tous mourir? Me demande Jennifer à travers son masque avec une sorte de gourmandise inquiète. Je lui réponds que je suis là. Elle prend discrètement ma main sous la table. Pour elle, ma phrase doit signifier que je ne l'abandonnerai pas en cas de fin du monde. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que par tous les moyens possibles, j'arrêterai la catastrophe que j'ai déclenchée. Revenons à nos moutons, déclare le prof d'instruction civique. Nous avons commenté hier les 3 commandements du citoyen qui sont... Il balaie la classe d'un regard circulaire chargé de points de suspension. Jennifer et quelques nuls autour de moi désignent leur masque avec un air éloquent. Il serait dangereux et pas vraiment utile de l'ôter pour répondre à une question dont il connaît la réponse. Jouer, gagner et reverser, soupire M. Katz. La plupart d'entre vous auront bientôt 13 ans. La cérémonie de l'empuçage marquera votre entrée dans le monde des citoyens actifs
et vous devrez alimenter l'énergie de votre puce cérébrale en jouant 1 heure par jour au casino. La volonté de gagner, le lien vibratoire avec les circuits des machines à sous, la puissance mentale décuplée par les victoires feront de vous des adultes responsables, fiers de reverser, après leur mort, le gain énergétique de leur puce à la collectivité. C'est clair? Tout le monde acquiesce, sauf moi. En détruisant, hier matin, le bouclier d'antimatière au-dessus des États-Unis, j'ai rendu sans objet le recyclage des puces. C'est la souffrance des âmes qu'on recyclait après le décès, pas simplement le gain de leur puce. J'ai libéré les morts, mais du même coup, j'ai peut-être condamné les vivants. Je réentends la voix narquoise d'Olivier Knox, le ministre de l'Énergie. Vois-tu, cher Thomas, le bouclier d'antimatière ne servait pas seulement à retenir les âmes pour en faire une source d'énergie. Ça, c'était la conséquence, pas la cause. Non, la raison d'être du bouclier, c'était d'empêcher l'invasion des pollens et des ondes électromagnétiques au moyen desquelles la forêt a détruit l'homme sur le restant de la planète. Demain jeudi, les arbres étrangers auront diffusé leur ordre d'attaque à toute la végétation des États-Unis. La population n'est pas encore au courant. Officiellement, il n'est question que d'un éventuel virus de grippe végétale. Et Lily Noctis m'a fait jurer de garder le secret dans l'hélicoptère. Elle dit que l'effondrement de la société est la seule manière de lancer la révolution. Mais si les gens apprennent que les arbres ont éliminé l'espèce humaine dans tous les autres pays et que maintenant c'est notre tour, la panique générale empêchera d'organiser le renversement du régime. Il faut laisser s'achever la campagne de vaccination, d'après elle, puis dévoiler progressivement la vérité à dose homéopathique. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai été manipulé dès le début par mes ennemis comme par mes alliés et je suis totalement épuisé par ces mensonges, ces stratégies, ces catastrophes qu'on m'a fait déclencher pour le bien de l'humanité. Je n'ai rien demandé, moi. J'ai été tranquille dans ma petite vie minable, avec un horizon bouché et des rêves en panne, mais au moins ce n'était pas de ma faute. Et puis, le professeur Picton est entré dans mon existence dimanche dernier. À cause de lui, en moins d'une semaine, j'ai quitté l'enfance, j'ai perdu 10 kilos, je suis devenu un super-héros clandestin et j'ai vécu 2 histoires d'amour. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Quand on m'a évacué du centre de production d'antimatière hier matin, la dernière chose que j'ai vue par les fenêtres, les vitres de l'hélicoptère, c'est l'arrestation de Brenda, en état de choc. Elle se cramponnait à la première victime des arbres, le vieux collègue de Léo Picton qui nous avait aidé à saboter le bouclier et sur lequel une énorme branche était tombée, comme par accident. Elle criait qu'elle était médecin, que cet homme avait besoin d'elle. Les soldats l'ont engouffrée dans un fourgon et depuis, j'avais plus de nouvelles. Ne t'inquiète pas, m'a dit Lily Noctis, on la met au secret, c'est tout, dans son propre intérêt. Dans le tien aussi. Je sais qu'elle ne te déplaît pas, mais tu mérites mieux, non? Et désormais, elle ne peut plus t'aider en rien, au contraire, tu le sais bien, n'est-ce pas? Je n'avais pas répondu. À la fois, j'étais flatté que la ministre du hasard soit jalouse de sa rivale, et, et je lui en voulais de cette réaction de mépris. Brenda Logan est la première femme qui a fait battre mon cœur, et je me suis rendu compte que je l'aime encore plus depuis que je suis attiré par une autre. C'est compliqué, l'amour. Surtout quand on a le sort du monde entier entre ses mains et qu'on ne sait plus à qui se fier. Qu'est-ce que tu en penses, murmure Jennifer en bombant sa poitrine, qui a fondu avec le reste. Elle m'a parlé du coin de la bouche sans cesser de regarder M. Katz qui continue à causer tout seul. Je réponds que le cours est aussi rasoir que d'habitude. Je parlais de mon top, réplique-t-elle entre ses dents. Je l'ai acheté en pensant à toi. Je lui réponds qu'il ne fallait pas. Elle hausse les épaules, vexée, éloigne sa chaise. Je suis désolé de ma gaffe, mais d'un autre côté, ça m'arrange. Je n'ai pas le droit de la mettre en danger en lui faisant des confidences. Pourtant, un peu de compassion dans l'admiration qu'elle me voue, ça m'aurait fait du bien. C'est lourd, un secret. Ça n'a d'intérêt que si on le partage avec une personne de confiance. Encore faut-il être su
sûr d'être cru et de ne pas aggraver la situation en se libérant d'un poids. Non, le seul à qui j'aurais envie d'avouer toute la vérité, c'est mon père. Et il était dans un demi-coma hier quand l'hélico m'a déposé sur le terrain vague derrière la maison. Ma mère m'a dit qu'il était si inquiet pour moi qu'il s'était collé 20 patchs pour ne pas noyer son angoisse dans le whisky. Résultat, il a fait une overdose d'anti-alcool. Elle est très remontée contre lui. Elle dit qu'il veut inconsciemment saboter notre seule possibilité de nous élever dans la société, elle et moi. Officiellement, la ministre du Hasard m'a pris sous son aile pour que je sois la mascotte d'une campagne sur les bienfaits du jeu et par ricochet, elle a confié à ma mère, en tant que psychanalyste de casino, une mission d'études nationales. Plus que jamais, mon père, comme un boulet fatal, pour elle, c'est la chance de sa vie. Du coup, elle considère plus que jamais mon père comme un boulet fatal et c'est une crise de plus que je dois gérer. Au lieu de quoi, je me retrouve au collège, anonyme, au milieu d'une masse de nuls qui me prennent pour un naze, à côté de Jennifer qui tire la gueule parce que je ne fais pas assez attention à elle. Une fatigue gigantesque me tombe sur la nuque. Au bout du compte, une bonne fin du monde, ça ne serait pas plus mal, ça m'éviterait de devoir toujours choisir, agir pour les autres, avoir des remords et leur en vouloir. J'appuie mes tempes contre mes poings comme pour mieux réfléchir aux questions soulevées par le prof et je me laisse glisser par à coups dans le sommeil. Bon, un petit coup. C'est important parce que sinon après la bouche sèche pour que je vous raconte encore. Alors, maison mère, résidence du président des États-Unis, 11 heures. Autour de la longue table en verre dans le bureau du maître du monde, les visages sont graves, livides, creusés. Seul Edgar Close, le ministre des Espaces Verts, rayonne de l'importance qu'il a prise. Le dossier est posé devant lui est 3 fois plus épais que celui des autres, qu'il regarde en biais d'un air hostile. Jack Ermac, son collègue de la sécurité, consulte sa montre et annonce l'heure pour redevenir un centre d'intérêt. Le conseil des ministres aurait dû commencer depuis 10 minutes et le café refroidi dans les tasses. 2 chaises sont vides, celle du hasard et de l'énergie. Comment se porte le président demande le ministre de la Santé au vice-président. Ça roule, répond d'un air sombre l'ancien jeune homme qui attend depuis 20 ans la succession de son père. Il a meilleure mine, ces temps-ci, flatte le ministre des Affaires courantes avec un brin de sadisme dans son sourire lèche-botte. Il nous enterrera tous. La porte s'entrouvre et le chef du protocole annonce avec solennité « Son Excellence, le président Oswald Narcos III ». Tout le monde se lève d'un même élan. Le fauteuil présidentiel entre dans un bourdonnement électrique, contourne les chaises pour aller se garer en bout de table. Lily Noctis le suit. En tailleur pantalon de cuir noir, les doigts sur le boîtier rouge à double antenne. D'habitude, c'est le chef du protocole qui tient la commande du fauteuil roulant. Mais la ministre du Hasard vient de partager le petit déjeuner du président qui lui a confié l'honneur de le manœuvrer pour fêter sa nomination au gouvernement. La roue gauche heurte le pied de la table. Le président pique du nez, retenu par la ceinture de sécurité qu'il renvoie cogner contre son appui-tête. Lily Noctis présente ses excuses en souriant. Elle débute. Le vieux paralytique, flottant dans son costume gris, promène un regard vide sur ses conseillers. Puis, il lance de sa voix chevrotante « Tout va bien ?» Les sourires forcés se déploient sur les lèvres ministérielles. « Tout va bien, papa » répond le vice-président avec un coup d'œil inquiet vers Lily Noctis. Elle le rassure d'un plissement de paupières. En tant qu'amie de la famille, elle a exposé les catastrophes en cours au président pendant son petit déjeuner pour qu'il ait l'air au courant des affaires du pays. Mais il est déjà tout oublié. Commençons par la crise énergétique, décide Oswald Narcos Jr., qui est chargé de l'ordre du jour. En l'absence du ministre concerné, M. Olivier Knox, qui effectue une tournée dans les principaux centres de recyclage, c'est M. Jack Ermac, ministre de la Sécurité, qui va nous transmettre son rapport.
Je contrôle la situation, attaque le nabo à moustache, qui se maintient au niveau de ses collègues par 3 coups de 5 sous les fesses. Pourquoi s'étonne le président, il y a un problème? La tablée pousse une série de soupirs éloquents, assortis de hochements de tête. Le ministre de la Sécurité enchaîne de sa voix cassante, s'efforçant de ralentir son débit pour avoir une chance d'être compris. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, monsieur le président, sans le savoir, corrige la ministre de la Culture, une résignée aux cheveux carrés qui essaie de justifier sa présence à la moindre occasion, sachant très bien que sa fonction est purement décorative. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, confirme sèchement Jacques Hermac en fusillant du regard la figurante, le bouclier d'antimatière vient de subir un sabotage terroriste. Ah oui, commente le président avec un étonnement poli. Qui a fait ça? Lili Noctis descend lentement de 5 centimètres la fermeture éclair de la veste en cuir qu'elle porte à même la peau, tout en prenant la parole au titre de cofondatrice de Noctis, l'entreprise qui fabrique, implante et récupère les puces cérébrales. Elle rappelle au président que le jeune Thomas Dream, sous l'influence du physicien Picton, réincarné dans son ours en peluche, a provoqué la destruction du bouclier afin de libérer l'âme des défunts utilisée comme source d'énergie. L'âme, répète pensivement le président, tandis que son regard vitreux essaie de se représenter la chose. Ce que nous appelons vulgairement l'âme, intervient le ministre de la Science, est un ensemble de particules subatomiques, les photons, qui véhiculent la conscience de l'individu après sa mort. Lorsque la puce est retirée du cerveau, monsieur le président, elle retient l'âme prisonnière et nous la recyclons dans la mesure où le bouclier d'antimatière l'empêche de quitter le monde matériel. Ce qui n'est plus le cas depuis hier matin, coupe Jack Hermac, conséquence immédiate de la destruction du bouclier. L'énergie que nous tirons de la récupération des âmes a diminué de 80%. Vous avez arrêté ce Thomas Dream, s'informe le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Il est plus intéressant pour nous en liberté surveillée, répond Lili Noctis avec un regard en biais vers le nain de la sécurité, qui confirme d'un sourire entendu. Nous détenons sa complice Brenda Logan à toutes fins utiles. J'ai déjà mangé, s'informe le président. Le Conseil des ministres acquiesce d'un mouvement unanime. Néanmoins, le chef du protocole, debout à l'entrée de la salle, lance à mi-voix une demande de croissant dans son oreillette. Toutes nos équipes techniques, précise Jack Hermac, sont mobilisées jour et nuit pour tenter de reconstituer le bouclier d'antimatière afin de stopper la fuite des capitaux énergétiques. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre la fin d'une réparation hypothétique. Nous avons donc mis en œuvre le plan d'urgence prévu en pareil cas, les énergies de substitution. Le sous-secrétaire d'État aux libertés baisse les yeux, pudique, pour se désolidariser du projet sans exprimer d'objection qui pourrait se retourner contre lui. Jack Hermac enchaîne avec une fluidité désinvolte. 4000 détenus de nos prisons ont d'ores et déjà été plongés dans un coma artificiel et torturés par packs de 10 dans des camionnettes servant de groupes électrogènes afin de relayer les générateurs défaillants des centres industriels. D'un tapotement de l'index contre le majeur façon ciseau, le vice-président l'invite à abréger l'explication technique. La paupière droite du chef de l'État s'est fermée et il dort à moitié. Mais c'est une solution alternative qu'on ne peut pas développer durablement, accélère le ministre en haussant la voix. La souffrance des vivants s'épuise vite, c'est une énergie beaucoup moins renouvelable que celle des morts, et s'ils succombent à la torture, leur âme s'échappe. Il n'y a plus rien à recycler. Enfin, grosso modo, nous avons paré au plus pressé et la population ne se doute de rien. Lili Noctis lève les yeux vers le lustre où se situe mon point de vue. Je sentais bien qu'elle percevait ma présence. Elle me le confirme par un clin d'œil. J'ignore comment et pourquoi j'assiste à cette scène et je m'étonne que ces gens que je ne connais quasiment pas me soient si familiers. Tout ce que je crois savoir, c'est que je suis ce Thomas Dream dont ils parlent. Ma pensée se dilate en remords dès qu'ils évoquent la destruction du bouclier. Les raisons de mon acte étaient justes,
mais les conséquences me terrifient. Tout va bien alors, conclut le président qui a relevé sa paupière droite. De ce côté-là, oui, s'impatiente le ministre des Espaces Verts en tapotant son dossier, agacé qu'on lui vote la vedette. Mais vous devez signer la déclaration de guerre. Un murmure choqué de l'Assemblée ponctue la brutalité des gares closes. Il faut quand même observer un minimum de protocole, pense-t-il. Laisser au maître du monde l'impression que les idées viennent de lui. Ah, commente le président, mais déclarer la guerre à qui il n'y a plus que les États-Unis sur Terre, non? Il n'y a plus que les États-Unis sur Terre. Des hochements de tête s'empressent de confirmer. Les ministres sont rassurés qu'il ait conservé un minimum de souvenirs. Tant qu'ils peuvent le maintenir en état de gouverner pour retarder sa succession, ils sont contents. Ils savent très bien que le vice-président, une fois au pouvoir, se laissera beaucoup moins manipuler. Déclarer la guerre à qui répète Oswald Narcos III. Aux arbres, répond solennellement le ministre des Espaces Verts. Le bouclier d'antimatière nous protégeait de l'empoisonnement végétal qui, hélas, a fait disparaître l'espèce humaine en dehors de nos frontières. Mensonge, éclame soudain le président en crispant les mains sur les accoudoirs de son fauteuil, l'un des derniers mouvements qu'il puisse encore faire. C'est mon grand-père qui a déclaré la guerre préventive aux puissances étrangères. C'est lui, et lui seul, qui les a atomisés pour protéger le monde libre contre l'invasion des fanatiques religieux. Les ministres échangent un regard compréhensif. C'est normal que sous l'effet de la sénilité, ils prennent la version officielle des livres d'histoire pour la réalité. Avec ménagement, le vice-président rappelle à son papa que les arbres étrangers, eux, sont toujours vivants et qu'ils ont réussi à infecter nos végétaux nationaux. Les salauds, articule le président entre ses mâchoires tremblantes. Mes experts botanistes ont calculé la vitesse de propagation de l'épidémie, enchaîne le ministre des Espaces Verts. D'après les premières estimations, il semble que les végétaux communiquent entre eux par un lâcher de pollen, un signal chimique et des ondes qui ont une portée maximale de 6 mètres. Le temps que met l'information virale à se transmettre d'un arbre à l'autre est évalué à une trentaine de minutes. Quels sont les symptômes? S'informe le ministre de la Santé. Lily Noctis se tourne vers moi et je les ressens aussitôt. Mon souffle brûle, mon cœur s'emballe, mes yeux cognent contre mes paupières. Le ministre des Espaces Verts répond à son collègue en décrivant avec des mots savants ce que je suis en train de ressentir. Il précise que les sujets contaminés meurent au bout de quelques minutes, des suites d'une infection pulmonaire foudroyante. En conséquence, je demande l'application de la loi martiale et les pleins pouvoirs de l'armée. Le général Netter, ministre de la Paix, se dresse d'un bond dans le cliquetis de ses médailles. « En quel honneur » s'écrie-t-il. « Il faut lever l'immunité des arbres, sinon la loi sur l'écologie oblige à demander une autorisation administrative d'abattage pour chaque tronc. C'est impossible à gérer. Quant à vos troupes générales, elles sont formées pour combattre des hommes, pas des arbres. Il faut que des soldats obéissent à mes botanistes, sinon c'est la défaite assurée. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le reste du monde. » Les doigts se contractent sur les sous-mains. Au milieu du silence, la porte s'ouvre. Un maître d'hôtel vient déposer une corbeille de croissants devant le président, qui les regarde avec perplexité. Sur un signe d'Edgar Close, le chef du protocole, fait monter un écran dissimulé dans le plancher. Une carte holographique s'anime, montrant le pays en 3D. Les frontières, privées de la protection du bouclier d'antimatière, sont envahies par une marée végétale au développement spectaculaire, comme si les branches et les plantes poussaient en accéléré. L'offensive du printemps, au sens propre. Notre seule attaque possible, le feu. En incendiant les forêts sur une largeur de sécurité de 20 km le long des frontières, nous serons à même d'enrayer l'épidémie. L'épidémie de quoi? S'informe le président. Le ministère des Espaces Verts reçoit les pleins pouvoirs et assumera la totale responsabilité des opérations, décide brusquement Oswald Narcos Jr. La guerre est déclarée, c'est la seule solution, papa. Tu es d'accord? Tu peux finir les croissants, confirme l'intéressé. Le vice-président tourne les yeux vers Lily Noctis, qui acquiesce comme pour le féliciter de son initiative. Puis elle suggère que la guerre soit immédiatement diffusée en direct, 24 heures sur 24, par la chaîne d'information nationale. Ainsi,
Les gens paniqueront-ils en continu et on récupérera cette peur stockée dans leur puce comme énergie de substitution. On peut concède le ministre de la Sécurité, un peu froissé de ne pas y avoir pensé le premier. Au nom de son père qui s'est endormi, le vice-président adopte la suggestion à l'unanimité. Je ne comprends pas. Lily Noctis est mon alliée. Elle m'a aidé à détruire le bouclier d'antimatière pour libérer les âmes et dans l'intérêt de la révolution démocratique qu'elle prépare. Elle disait qu'il fallait cacher la vérité, éviter la panique, ne pas révéler aux citoyens que les arbres avaient exterminé les humains sur le restant de la planète. C'est quoi ce double jeu? Un malaise brouille ma vue, déforme l'image. Je me retrouve dans une salle de cinéma vide, en train de voir une espèce de résumé de ma vie. Un condensé de la semaine dernière, en fait. Mon cerf-volant s'abat sur le crâne du professeur Picton. Je cache son cadavre. Mon ours en peluche se met à parler avec sa voix pour m'obliger à continuer son œuvre. La destruction du bouclier d'antimatière qu'il avait inventé et dont le gouvernement avait détourné l'usage. J'aborde ma voisine Brenda Logan, en tant qu'adulte et médecin, pour qu'elle me traduise les révélations scientifiques de la peluche. On commence à devenir complices pendant un match de man-ball. Elle essaie de faire libérer mon père, prisonnier de la division 6. Elle danse avec Olivier Knox pour tenter de le rallier à notre cause. Elle peint sur une toile un grand chêne qui s'anime et lui tend ses branches. Elle m'aide à programmer la destruction du bouclier. Et d'autres scènes s'y mêlent où je ne suis pas, je ne reconnais pas mes souvenirs, ce ne sont pas les miens en fait. C'est sa mémoire à elle qui défile devant moi. Je me retrouve derrière l'écran dans une salle de torture électronique. On est en train de lui traire l'esprit pour récupérer l'énergie de ses peurs. Mais il n'y en a pas. Un casque à électrodes autour du crâne, attaché debout sur un plateau métallique en rotation lente, Brenda lutte pour ne fournir à la machine que des souvenirs sans émotion. Elle est courageuse, n'est-ce pas, commente la voix de Lily Noctis. Mais elle a tort. Si ses pensées ne sont pas recyclables, on va l'éliminer. Et ce sera à cause de toi. Elle te protège, Thomas. Elle croit te protéger, du moins. Je te fais voir son supplice pour te donner envie d'aller la délivrer. Je me retrouve dans l'obscurité tout à coup. Seuls les yeux vets brillent au milieu du néant. Tu auras oublié tout le reste à ton réveil, enchaîne la voix d'Olivier Knox. C'est la règle du jeu. Nous avons besoin d'un héros, Thomas, et c'est toi. Un héros qui déclenche les catastrophes et les aggrave à mesure qu'il les combat. Allez, retourne dans ta réalité. D'autres surprises t'attendent. Excusez-moi, c'est prenant. Hein. Je me redresse d'un bond. Jennifer m'a donné un coup de coude. Me fait signe que c'est pas le moment de dormir. Autour de moi, dans la salle de classe, tous les élèves ont brandi le stick d'antipole. Appliqué sur le bras, glapit le prof d'instruction civique. À mon commandement, appuyez, pressez. Tout le monde s'exécute. Je regarde Jennifer, désarçonnée. Je croyais qu'elle était contre. T'as pas entendu ce qu'il a dit, siffle-t-elle entre ses dents. Tous ceux qui refusent la vaccination seront virés du collège. J'ai pas les moyens de rater mon avenir, moi. Je lui laisse ses illusions. On n'aura jamais d'avenir en sortant de ce collège. C'est un dépotoir à pauvres, un malchanceux, un rebelle. En plus, avec sa mère qui s'est tiré une balle dans la tête, elle devra payer l'amende toute sa vie parce que le suicide des parents est puni par la loi sur la protection de l'enfance et que son père ne gagne pas assez. Je regarde son pouce blanchir sur le bouton du stick qu'elle presse en fermant les yeux. Rien ne bouge sur son visage. Apparemment, ce n'est pas douloureux. Thomas Dream, lance le prof. On n'attend plus que vous. Je positionne l'antipole qui se ventouse au creux de mon bras. Mais au moment où je vais activer l'aiguille à tête chercheuse, une espèce de poids à l'arrière du crâne m'empêche de continuer mon geste. Comme si je recevais un signal d'alerte. Grouille, s'angoisse Jennifer, tu vas pas te faire virer. Tu vas pas me laisser toute seule dans cette classe de nazes.
Son cri du cœur me ressaisit. Je lui souris pour la rassurer. J'ai beau la trouver un peu gluante, ça me fait tellement de bien qu'on ait besoin de moi. C'est tellement nouveau dans ma vie depuis 5 jours. Ça m'épuise, mais je ne m'en lasse pas. Bien, soupire Monsieur Katz en regagnant sa table, votre carte de vaccination vous sera remise ce soir, à la fin des cours. Vous ne craignez plus rien. Mon pouce commence à presser le bouton. Ne fais pas ça, Thomas, c'est un piège. Je me fige. C'est la voix du professeur Picton. Comme un cri de détresse qui résonne dans mon crâne. C'est pas possible, le vieux savant est mort pour de bon hier matin, dépucé, dématérialisé. J'ai senti son âme partir sous mes doigts, quitter l'ours en peluche qu'elle avait squatté dans le but de me faire achever mon travail sur terre. Dès la destruction du bouclier, Picton a filé au ciel pour régler ses comptes. Pourquoi reviendrait-il me mettre en garde contre un médicament? En quoi un style de vaccination, si spécialement conçu pour les moins de 13 ans, pourrait-il être dangereux? Je me demande si Léo Picton ne poursuit pas, à titre posthume, un autre projet tordu. Genre me faire mourir de la grippe V pour que je monte chez les siens, lui donner à nouveau un coup de main. Mais j'ai pas fini ma vie, moi. Le doigt crispé sur le poussoir, j'hésite. Un froid terrible grimpe le long de mes jambes. Ça y est, Dream, s'impatiente Monsieur Katz. On vous dit que c'est indolore, demandez à vos camarades. Et là, les boules, entonnent les nazes autour de moi. Oh, foutez-lui la paix, gueule Jennifer. Pour calmer tout le monde, je pousse un aïe et je retire vivement le stick juste avant de faire jaillir l'aiguille. Tout le monde me fixe dans un silence goguenard. Je prends l'air honteux et je reconnais que non, c'est vrai, non, ça fait pas mal. Montrez-moi, commande Monsieur Cast en s'approchant, méfiant. Je fais semblant de laisser tomber mon stick par maladresse. Je le ramasse et le tends au prof d'instruction civique. J'espère que l'église s'est cassée et que le produit s'est barré, sinon il va se rendre compte que je ne suis pas vacciné et il va le faire lui-même. Retenant mon souffle, je détourne la tête vers la fenêtre où le grand marronnier étend ses branches nues décorées de chewing-gum, chiffons, culottes et gobelets. Il est mort depuis 2 ans. Et le collège n'a pas encore reçu l'autorisation d'abattage du ministère de l'Espace Vert. Alors en attendant, on le décore comme on peut pour remplacer les feuilles. Je me dis que c'est drôle la vie. Les seuls arbres dont on ne se méfiera pas désormais sont les arbres morts. J'ai à peine eu le temps de me faire cette réflexion qu'un craquement effroyable retentit. Le hurlement de la classe se mêle au fracas des vitres, tandis que les murs s'effondrent autour de nous. On essaie de se précipiter vers la sortie, mais il n'y a plus de porte. Le vacarme, les cris, la poussière, le noir, et puis le silence entre les toux, les appels, les gémissements. Dans l'obscurité, des lueurs s'allument sous les gravats, orange, bleu, violette, blanche, les portables. Je commence à distinguer les slogans lumineux sur les boîtiers. Téléphonez-tu? Le portable donne le cancer. Les ondes provoquent des tumeurs cérébrales. Toutes ces menaces de mort qui deviennent des signes de vie. Thomas, tu es blessé? La voix de Jennifer est toute proche. Entre deux quintes de tout, je réponds je crois pas. Et toi? Ça va. Au secours, braille je ne sais qui. Silence, glapit Monsieur Casse. Une voix chaude retente. Pas d'affolement, c'est fini. Gardez votre calme. On va tous sortir de là sans problème, si vous restez disciplinés. À l'appel de votre nom, vous répondrez présent et vous dites blessé ou indemne, ou je ne sais pas. Adam. Mort, répond une voix qui part d'un rire hystérique. Ta gueule! Je suis vivant, monsieur. Je suis là, présent. Je veux sortir. Albersten, Eric. Blessé, au secours, j'ai mal, j'ai le bras qui saigne. Du calme, du calme. C'est Weber, monsieur. Je suis coincé. 1 minute, Weber. Je suis dans les A. Albersten, Louise. Je vois pas ma soeur, monsieur. Elle est où, Louise? Dans la panique, des cris enchevêtrés. Jennifer me supplie de la sortir de là. Elle est claustro. J'arrive. J'essaie de ramper dans la direction de sa voix, en vain. Mes bras sont libres, mais un poids bloque ma jambe gauche. Je ne la sens plus, je n'arrive pas à la commander. Je me concentre pour faire revenir mes pouvoirs, cette faculté de rentrer par l'esprit à l'intérieur de mon corps. La technique que m'a enseignée le professeur Picton. Mais les pleurs et les appels au secours tout autour de moi m'empêchent de faire le vide. De ma jambe libre, j'arrive à repousser les gravats.
Kozinski, Paul. Kozinski, Paul. Je suis au téléphone, monsieur. Oui, maman, c'est moi. On s'est chopé le toit sur la gueule. Ferme-la, Kozinski. Ah, vous m'entendez? Mais quittez, toi, hein? Putain, mais raccroche, j'ai fait le numéro d'urgence, merde. Dans le brouhaha des portables, monsieur Katz a renoncé à faire l'appel. Je dégage Jennifer, l'aide à se relever. J'essaie de tirer quelques bras autour de nous, puis une poutre en déséquilibre s'affaisse dans une chute de tuiles. Viens, viens, crie Jennifer. On s'est tous retrouvés à l'extérieur, plus ou moins regroupés par classe. Monsieur Katz, complètement sonné, répète que c'est un miracle, un vrai miracle. Je suis d'accord, il n'y a que des blessés légers et un mort pas trop grave, le directeur. Un aigri mal élevé qui ne se vengera plus sur nous de la nullité de son collège. Les premières sirènes retentissent sur la rocade desservant notre banlieue glauque. Les conseillers d'éducation courent en tous sens affolés pour qu'on mette nos masques avant l'arrivée de la police, sinon ils auront des ennuis. Jennifer, serrée contre moi, je regarde le marronnier déraciné. Couché sur le toit défoncé par ses branches, il agite sous la brise son feuillage de chiffon et de culotte comme si de rien n'était. Que s'est-il passé? Le vent n'est pas suffisant pour expliquer sa chute. Est-ce le hasard, l'effet du pourrissement naturel, ou autre chose? La grippe végétale peut-être se transmettre aux arbres morts. Alors on ne sera plus en sécurité nulle part si tout ce qui est en bois se révolte. Les portes, les fenêtres, les tables, les parquets, les charpentes. Et ton père? S'écrie soudain Jennifer. Je ne le vois pas. Je la rassure, il n'est pas venu en cours ce matin. Il s'est mis en arrêt des intox. Avec quelques verres dans le nez, il trouve encore le courage d'être prof de lettres pour un alphabète dans un collège sans livres. Mais là, les patchs anti-alcool lui ont pompé ses dernières forces. Les ambulances et les flics arrivent devant les grilles. Des parents, des voisins, des curieux ont déjà envahi le site et la confusion s'installe. Des disputes éclatent, des bagarres. Il y a ceux qui emportent leurs enfants sans rien écouter, refusant l'enquête, le contrôle médical, et ceux qui s'en prennent aux flics en exigeant des constats pour l'assurance. Jennifer me désigne la dépanneuse jaune du garage Colza, qui vient de s'arrêter dans l'embouteillage. Son père descend de la cabine, l'aperçoit, fonce sur elle. Et il la prend à bras-le-corps, la serre, avec un bonheur désespéré qui me noue le cœur. Je ne suis pas habitué à ces démonstrations d'amour, moi. Depuis la mort de sa femme, M. Gramitz a tout reporté sur Jennifer, qui n'en peut plus. Les débordements du mécano ne font que renforcer pour elle l'absence de sa mère. Elle le traite comme un chien. Et il en prend son parti. Tu n'as rien, ma poule, ça va, tu es sûre? Mais oui, soupire-t-elle, agacée. Allez, allez, on se casse. Tu ne veux pas voir un médecin? C'est bon, je te dis, dépose-moi au casino. Tu es sûr? Je gagne ma vie, je te rappelle. Avec les 3 heures de cours qui viennent de sauter, je vais me faire le double des autres jours. Il la regarde monter dans la dépanneuse avec une tristesse résignée. Je lui dis bonjour, monsieur, par solidarité. Il me gratte les cheveux, en chasse quelques gravats, demande gentiment si j'ai prévenu ma maman de la catastrophe. Et il a peur qu'elle s'inquiète. Je le rassure. Ce qui est bien avec ma mère dans les coups durs, c'est qu'elle dédramatise comme personne quand elle n'est pas concernée. Ça devait arriver avec ses préfabriqués, a-t-elle soupiré, la main sur le battant de sa porte entr'ouverte. J'espère qu'au moins, ils reconstruiront aux normes. De toute manière, ça n'est plus mon problème, ça n'est plus ton problème. Avec notre nouveau statut social et la ministre du hasard qui t'a choisi pour sa campagne de pub, tu vas intégrer un collège prestigieux réservé à l'élite. Elle me l'a promis. J'ai glissé un œil dans son bureau. Un homme, entre 2 âges, était allongé sur son divan. Sans doute le gagnant d'un jackpot qu'elle aidait à surmonter l'épreuve de la fortune soudaine. Va faire tes devoirs, j'ai un déjeuner de travail, puis j'expédie une réunion et on rentre à la maison. Elle m'a refermé sa porte tournée. Comme la question des devoirs ne se posait plus, j'ai rejoint Jennifer qui avait une arachide GTO sur le parking du casino. Je l'ai aidé à rincer, à lustrer, à forcer le pourboire, quand le jeune fils à papa est venu récupérer sa voiture. Elle ne m'a pas dit merci, rien. Les dents serrées sous son masque, elle a attaqué un chardonnay, le nouveau 4x4 bio sans fumée qui roule à l'huile de pépins de raisin. À plusieurs reprises, je lui ai demandé si ça allait. Sans cesser de briquer la carrosserie, elle a fini par répondre. Pourquoi ça irait?
Tu as mal quelque part? Oh, fais pas semblant de t'intéresser, ok? J'ai posé mon éponge, énervé. Je lui ai répondu que c'était pas la peine de faire la gueule parce que je l'avais sauvé. Arrête, tu m'as pas sauvé parce que c'est moi. Juste parce que tu es un héros. T'en as rien à fiche de moi. J'ai commencé à protester et c'est là qu'elle a eu un malaise. Je l'ai vu tourner de l'œil sur le capot, piquer du nez vers l'essuie-glace. Alors je la rattrape de justesse, l'allonge sur un banc, et elle est toute molle, les yeux blancs. Sans doute une chute de tension, l'angoisse de tout à l'heure, les nerfs qui se relâchent, et puis le manque de graisse sûrement. Depuis que je l'ai fait maigrir d'un coup en activant son ubiquitine, la protéine qui brûle les kilos en trop dans l'organisme, elle est complètement détraquée. Et une fois de plus, c'est de ma faute. Jennifer, pas de réponse. J'ôte le masque de son nez pour qu'elle puisse mieux respirer. Ses doigts se desserrent, l'éponge tombe sur le sol. Elle s'est carrément évanouie. Il faudrait peut-être que je lui fasse un massage cardiaque, mais je ne voudrais pas qu'elle s'imagine que c'est pour lui toucher les seins. Je ferme les yeux et avec autant de concentration que la dernière fois, j'envoie mes pensées, comme des soldats dans son corps pour nettoyer le terrain. Mais je me méfie aussi, pas question de faire attaquer par ces anticorps. J'envoie juste de l'énergie à l'aveuglette, je ne tente pas de pénétrer les cellules pour les reprogrammer. À peine ai-je commencé à visualiser son système veineux qu'une vision me coupe le souffle. C'est plus du sang. C'est de la sève. Les globules verts se précipitent sur moi, s'ouvrent d'un coup, tels des bourgeons, lancent des lianes, qui me chassent à coups de fouet. Thomas, ça va? C'est elle qui me secoue à présent, et moi qui suis couché sur le banc. Je la dévisage, atterré, j'ose rien lui dire. Cette forêt intérieure qui l'a colonisée, c'est pas forcément la grippe V, ni un effet secondaire du vaccin, c'est peut-être juste une hallucination de ma part, les conséquences du bourrage de crâne qu'on a subi. Elle ramasse son éponge et réattaque le 4x4. Je vais nous chercher les bio-sandwichs à la cafétéria. Rupture de stock ou mesures sanitaires, je constate que la salade et les tomates ont disparu. Il ne reste plus que des jambons beurre. Demain, en toute logique, on se méfiera du blé et il n'y aura plus de pain. Je m'empresse d'acheter les jambons beurre avant qu'on les retire, au nom du principe de précaution, des fois que l'herbe se mettrait à contaminer les porcs et les vaches. Bizarrement, je n'ai pas peur. Si Jennifer me passe la grippe V, au moins je serai comme les autres. Je n'aurai plus à lutter, à me cacher, à me demander ce que je dois faire pour sauver le monde. Je me remets à laver les carrosseries avec elle. Enchaîner des gestes machinaux comme si la vie continuait normalement. Mais c'est ce qu'il reste de mieux à faire quand la situation vous dépasse et qu'il n'y a plus de repères. On travaille à l'unilatéral, chacun nettoie un côté. Puis je fais l'avant, elle l'arrière. Et on se partage le toit. La cadence est bonne, on s'abrutit pour plus penser à l'avenir et le chiffre d'affaires s'envole. Lorsque ma mère sort de réunion, on achève notre 15e voiture. Voilà. Ça me gêne par rapport au personnel, me glisse-t-elle à l'oreille, assez fort pour que Jennifer entende. Un fils de psychanalyste n'a pas à faire ce genre de travail. Vous inquiétez pas, dit Jennifer, il me laisse les pourboires. Encore heureux. On monte dans sa colza 800, entretenue gratuitement par M. Gramitz. En échange, ma mère a pistonné Jennifer auprès de sa direction des ressources humaines pour qu'elle obtienne la concession du lavage roue noire sur le parking du casino. La voiture longe la plage de Ludiland, le quartier chic de Norville, où habitait le professeur Picton. Je tourne la tête pour ne pas voir les cerfs-volants qui tournoient sur la plage. C'est fini tout ça, je ne suis plus un enfant, j'ai tué un homme. Et j'ai condamné une espèce, mon espèce. Ma seule manière de gagner du temps sur l'horreur qui nous attend, c'est de me brancher sur ma mère, sur ses illusions, son ignorance, son bonheur revanchard. Je l'observe, corsetée dans son tailleur strict, elle est devenue belle, avec sa dureté qui se fissure sous l'espoir. Ses mains pianotent d'impatience sur le volant. Elle sourit à des lendemains qui chanteront enfin la musique qu'elle aime. Ça fait du bien l'aveuglement. Pour oublier la mort qui nous pend au nez, je me shoote à sa nouvelle joie de vivre. Mais dès qu'on a quitté le front de mer, les premières images d'alerte apparaissent sur les écrans digitaux
fixés aux façades. Urgence info. Ordre de mobilisation générale citoyenne. Ce soir, le journal obligatoire de 20 heures débute à 19 heures. L'autoradio se déclenche tout seul, invitant fermement Madame Dream à être devant sa télé à 18h55 sur National Info pour se préparer à une communication gouvernementale de la plus haute importance. Encore ces conneries de grippe V, marmonne Jennifer, c'est vraiment de l'intox. Pas de gros mots, s'insurge ma mère. L'info, c'est sacré, un peu de respect pour toutes les civilisations qui ont disparu à cause de l'ignorance, de l'opacité et du silence. On échange un regard, Jennifer et moi. Ce n'est pas la peine de discuter. On n'a qu'à attendre 19 heures et on saura ce qu'ils veulent qu'on sache. L'autoroute est à peu près fluide jusqu'à la hauteur du stade de Manball. La clameur accompagnant la montée des paris, tandis que les joueurs sont propulsés de case en case sur la roulette géante et couverte par le son des haut-parleurs. Tous les spectateurs sont priés d'évacuer les tribunes en urgence et dans le calme. Le tournoi est suspendu pour cause de pollution. Des masques vous seront distribués gratuitement à la sortie. Je répète, veuillez évacuer les tribunes. Toutes les explications nécessaires sur l'alerte sanitaire vous seront données lors du journal obligatoire de 19 heures. Je te dépose au garage, Jennifer, décide ma mère, qui, absorbée dans ses rêves d'avenir, n'a pas prêté attention à l'annonce. Je vais voir si ton père a reçu mon filtre à huile. Ça fait une éternité que je lui dis que ça urge. Je consulte ma montre. Il lui reste moins de 3 heures pour se rendre compte que son filtre à huile n'est plus d'une urgence absolue et que l'éternité sera courte. Ça se complique. Ce jeudi 13h, à 11h28, sur proposition du Conseil des ministres et en réponse aux attaques délibérées contre la population, le président Oswald Narcos III a déclaré la guerre aux espèces végétales. Pour enrayer définitivement la pandémie de grippe V, le gouvernement décrète la destruction totale et préventive de tout arbre, plante ou fleur qui présenterait un danger pour la santé humaine. Plein pouvoir ont été donnés aux brigades vertes, unités de combat éco-responsables, pour apprécier la situation et agir en conséquence. Les images du journal sont si terribles que la soupe se fige dans les assiettes. Aucun de nous trois n'a le cœur à manger. Tout au long des frontières d'où est partie l'épidémie, les brigades vertes ont mis le feu aux forêts. Mais les vents ont tourné tout à coup et les commandos incendiaires, pris à revers par les flammes, brûlent comme des pommes de pin. Ils nous auront tous tués avant qu'on les détruise, hurle un soldat à moitié carbonisé qu'on évacue sur une civière. Rassurant, un général déclare que le ministère de la Paix a réagi aussitôt, en remplaçant dans la mesure du possible ses troupes au sol par des bombardements sélectifs. Dès l'évacuation des habitants, les hélicoptères balancent sur les zones affectées défoliants, herbicides ou napalm. Je détourne les yeux de l'écran, mais les images de déforestation sont brusquement remplacées par la tête du ministre des Espaces Verts. À la fois creusé par le poids des responsabilités gonflées de son importance, Edgar Close annonce en direct sur le plateau du journal que la ceinture de feu, contrairement aux prévisions de l'armée, ne suffira pas à stopper la progression de la grippe V. Apparemment, c'est la faute aux hélicoptères autant qu'aux camions militaires qui, en retournant à leur base, ont favorisé la propagation des pollens toxiques avec une rapidité supérieure à celle du vent ou des insectes. L'interdiction de tout trafic aérien et routier vient d'être promulguée, mais c'est trop tard. Partout dans le pays, entre scènes de panique et témoignages de victimes, les reporters commentent l'apparition des symptômes dans les populations non encore vaccinées, retraités, chômeurs, détenus. Le porte-parole d'une association humanitaire exige une destruction accrue des végétaux. Un écologiste réplique que c'est bien beau de vouloir raser les forêts pour sauver l'homme, mais que sans l'oxygène fabriqué par les arbres, nous ne pourrons plus respirer. Le ministre des Espaces Verts répond que ce n'est pas un problème, on trouvera une solution. Mais pour l'instant, on est en guerre et la seule chose qui importe, c'est la victoire. L'oxygène étant désormais rendu toxique par les arbres, tout écologiste affichant son comportement collabo envers l'agresseur végétal sera immédiatement arrêté pour atteinte au moral de la nation. Connard, grince mon père entre ses dents. Chut, dit ma mère.
Les reportages suivants montrent des gens bétonnant en urgence leur jardin pour neutraliser le gazon et les fleurs, d'autres ont choisi de pactiser. Un petit vieux, souriant, déclare, parmi les géraniums de sa terrasse, que tous les végétaux ne sont pas mauvais, ni ingrats, et qu'il suffit de leur rappeler qu'on les a plantés, qu'on les aime, qu'on les arrose, et qu'on les soigne pour renouer le lien qui nous unit à eux. Au milieu de sa phrase, il commence à tousser, et les yeux révulsés meurt en direct devant la caméra, tandis que le journaliste explique derrière son masque à gaz et sa combinaison étanche que c'est exactement le genre de comportement à éviter. Il faut rester barricadé chez soi, fenêtres fermées, sans fleurs, plantes ni légumes, en attendant que les brigades vertes aient jugulé l'épidémie. Propagande, ronchonne mon père. Et propagande de qui, de quoi, s'énerve ma mère, tu vas pas nier la réalité de ce que tu vois. Les images, réplique-t-il en ouvrant sa 10e bière sans alcool, on leur fait dire ce qu'on veut. Tais-toi, j'écoute. Un autre journaliste, en studio, interroge le médecin-colonel en charge des solutions sanitaires qui confirme que 70% des citoyens de plus de 13 ans ont déjà été immunisés depuis 24 heures par micro-ondes pulsées sur la fréquence de leur puce. Le gène de la grippe V a été isolé et la vaccination cérébrale à distance permet à l'organisme de fabriquer l'antigène correspondant, avant même d'avoir subi la contamination. Pour savoir si on fait partie des 70%, il suffit de scanner son crâne et de vérifier si les données XBV 212 415 figurent dans le menu téléchargement. Ma mère se rue sur le scanner familial, le plaque sur sa tempe, fait défiler le menu, clique et pousse un soupir de soulagement. Puis elle teste mon père et fronce les sourcils. Pourquoi tu es marqué en attente de configuration ? Les alcooliques ne sont pas prioritaires, grommelle-t-il. Et tu portes un patch. Eh ben, je ferai une réclamation, soupire-t-il. De toute manière, cette épidémie, c'est bidon. Ça sert à nous empêcher de penser, c'est tout. Comme le man-ball et machine à sous. C'est parce que tu es catalogué comme déviant qu'on ne t'a pas vacciné, capitaine. Pas à cause de ton problème d'alcool. Ok, j'ai compris. Je vais me remettre à boire. Reste à savoir si le virus va muter ou non, reprend le médecin-colonel. Les plus grands botanistes analysent en continu la composition de la sève et des poèmes sur un large échantillon de végétaux, ainsi que les effets sur des cobayes vaccinés qui, volontairement exposés à leurs émanations, n'ont présenté jusqu'à présent aucun symptôme. Mais nous manquons de recul. Dans le doute, mieux vaut rester chez soi, et si on est obligé de sortir, porter le masque respiratoire en cours de distribution générale et gratuite. Combien tout cela va-t-il coûter à l'État, docteur ? Demande le journaliste. La vie humaine n'a pas de prix. Et les moins de 13 ans n'ont encore impulsé. La campagne massive de vaccination intraveineuse dans les établissements scolaires s'est effectuée avec succès aujourd'hui, sur tout le territoire. Tu n'as pas d'effet secondaire ? S'inquiète mon père en me scrutant. Je le rassure d'un air dégagé sans préciser que je n'ai pas d'effet principal non plus puisque je ne me suis pas injecté leur antipole. La seule forme de vaccination adaptée à mon cas, je sais où je dois aller la chercher, mais il faut attendre que les parents dorment. Nous nous rendons à présent au ministère de l'Énergie pour une déclaration exclusive d'Olivier Knox. Monsieur le ministre, bonsoir. Le jeune homme aux longs cheveux noirs prononce lentement avec une sérénité froide en fixant la caméra de ses yeux sans lueur. En accord avec mes homologues de la paix et des espaces verts qui ont levé le secret défense, je suis en mesure de vous révéler que le bouclier d'antimatière était notre seule protection face à la contamination de la flore qui a provoqué l'extinction de l'espèce humaine sur le restant de la planète. Les terroristes qui ont détruit notre bouclier hier matin portent l'entière responsabilité du péril sans précédent que nous devons maintenant affronter. Je baisse la tête dans mon assiette. En tout cas, dit mon père avec un hoquet de dérision, on est des privilégiés. À quel point de vue, serait dit ma mère. Dans notre banlieue pourrie sans arbres et sans jardin, avec notre sol toxique où ne pousse rien, on ne risque pas d'être contaminé. Sans les quartiers chics et les zones éco-résidentielles qui vont trinquer. Pour une fois, c'est un avantage d'être pauvre. Parle pour toi, Robert. Moi, au casino, je suis en surexposition florale. Je ne retournerai pas travailler avant qu'ils aient détruit toutes les plates-bandes. Elle se lève brusquement, fonce vers le vase qui trône sur la tablette du radiateur, arrache le bouquet de roses. Mon père hausse les épaules. Elles ne vont pas t'attaquer, elles sont fausses. C'est un symbole, réplique-t-elle. On n'affiche pas dans le salon la photo de son ennemi.
Ils se redressent, le regard dur. Tu t'es demandé pourquoi les arbres et les plantes sont devenus nos ennemis? Qui a attaqué le premier? Nicole. La déforestation, les pesticides, les OGM, les végétaux ont eu beaucoup de patience, mais ils nous remplaceront sans problème. T'es malade? Bah tais-toi enfin. Tu veux te faire arrêter encore une fois pour propos défaitistes? Nous apprenons à l'instant, intervient la présentatrice en chef, que le ministère de la Sécurité a décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture des crèches, établissements scolaires, universités, administrations et lieux de travail. De même pour les commerces, les casinos, les stades, les centres de sport, de loisirs et de spectacles. Sauf autorisation spéciale, tous les citoyens doivent rester chez eux, devant leur téléviseur, pour suivre la progression de la guerre et se conformer aux consignes des autorités sanitaires. Une page de publicité et nous retrouvons nos envoyés spéciaux. On nous cloître, grâce mon père d'un air entendu. Et pourquoi? Pour notre bien, dit ma mère. Il tourne vers moi ses yeux injectés par le manque d'alcool. Je soutiens son regard. Il ignore mon rôle dans la catastrophe qui frappe le pays, mais il sent que mon silence va dans son sens. Thomas, toi qui es intime à présent avec un ministre, as des choses à nous dire? Ce n'est pas un jeu, s'interpose ma mère. Nous sommes en guerre. Le gouvernement ne va pas se confier à un môme. Je la laisse dire en essayant d'avaler une cuillerée de soupe froide. Sur l'écran, un couple d'heureux gagnants aux machines à sous barbotent dans un spa, s'extasient devant les fleurs que leur apporte une femme de chambre, se promènent dans le parc d'un hôtel de luxe et dînent aux chandelles sous les arbres. La seule chose qui n'est pas changée dans le monde ce soir, c'est la pub. Mais pourquoi les végétaux nous font ça? Pourquoi? S'insurge ma mère en plaquant les mains sur sa permanente. Pourquoi justement aujourd'hui? Sous-entendu, aujourd'hui où notre situation financière et sociale devrait enfin s'arranger grâce à mes relations avec le ministre du hasard. C'était fatal, répond mon père. Ça nous pend au nez depuis qu'on s'est coupé de nos racines. L'arbre était là avant nous, on s'est cru plus fort, on a cessé de vivre à son rythme pour devenir ses prédateurs, et tout a commencé à l'âge de bronze. Quand l'alphabet spirituel des druides, chacune des 18 lettres était le nom d'un arbre, a été remplacé par l'alphabet commercial phénicien. Oh, ne commence pas avec tes druides, coupe ma mère en remontant le son après la pub. Et elle s'absorbe dans les images d'incendies de forêt, de tronçonnage et d'herbicides pulvérisés par avion. Je débarrasse la table. Si les arbres ont programmé notre disparition pour sauver la nature, au nom de quoi leur résister? Vouloir les détruire, c'est un suicide, mais comment parlementer? Et quel sera mon rôle? Je revois le demi-sourire d'Olivier Knox dans sa limousine, juste après que j'ai détruit le bouclier antimatière. En voulant sauver le monde, Thomas, tu as condamné l'espèce humaine. À toi de choisir à présent. De quel côté tu vas combattre? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a beaucoup plu. J'espère que vous aurez envie de lire les aventures de Thomas. C'est tout à fait remarquable. Ça fout les jetons un peu. Vraiment, là, évidemment, en ce moment, on n'en est pas là. C'est vraiment un monde plus fou que le nôtre, beaucoup plus fou que le nôtre, malgré tout. Mais c'est tout à fait passionnant la façon dont les choses se déroulent dans l'histoire complète. Il y a vraiment quelque chose de très, très magnifique et ensuite avec un style remarquable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste une petite chose. Attendez un instant. Voilà. J'en profite, je fais un peu de pub à mon pote, parce que les émotions cachées des plantes, il y a justement dans son récit des tas de choses qui concernent cette affaire-là. C'est tout à fait génial. Et puis, il y a la bienveillance, c'est une arme absolue, ce qui n'est pas mal non plus. Voilà. Donc, si vous avez des choses à récupérer, à trouver quelque part sur tous ces sites qui permettent de recevoir les livres, ben, faites donc. Confinez bien, soyez patients, et puis voilà, n'ayez pas trop peur. Si on ne fait pas les cons, on va quand même arriver à endiguer l'affaire, j'espère. Voilà. Merci infiniment de m'avoir écouté. Au revoir.